Une chose qu'un physicien quantique m'avait dit, et je serais curieux d'avoir ton avis, ton explication. Il m'a dit finalement, comme on est tous constitués de molécules et d'atomes, et que majoritairement il y a du vide entre les molécules et les atomes, en fait, quelque part, les objets, nous y compris, sont principalement du vide. Ce qui est assez perturbant comme idée. Oui, alors, soyons clairs, donc c'est complètement vrai. Si je prends un atome, c'est 99,9% de vide, hein, puisqu'il y a un noyau au milieu qui est tout petit, hein, qui fait un cent millième de la taille de l'atome, donc c'est vraiment petit, dans lequel il y a Mm. quasiment toute la masse. Et puis il y a quelques électrons autour qui, eux, sont ridicules. Parce que si je les mesure, ils n'occupent pas de place, en gros. Donc on pourrait se dire, mais c'est vide ce machin-là, en gros, Mm. puisqu'il y a que un cent millième de l'atome qui est occupé. Alors c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai, et c'est immédiatement troublant parce que si je me regarde, je suis pas vide, je suis pas transparent, je C'est passe pas ça? à travers les murs. Non. Donc, en fait, c'est assez beau, c'est une raison quantique qui fait que je passe pas à travers les murs. Et cette raison quantique, elle est un peu subtile, ça s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? C'est que, vous vous souvenez, donc mon électron, c'est une espèce de nuage, hein, qui occupe tout le volume de l'atome. Okay, mais si je le mesure, il se réduit soudainement à un point. Tant que je le mesure pas, c'est tout ce nuage un peu immatériel. Il y a une règle qui gouverne ce nuage, qui gouverne tous les électrons dans le monde et dans l'univers. C'est la règle de Pauli, un principe d'exclusion. C'est quoi? C'est que un électron, ce nuage-là, n'est pas capable d'être au même endroit qu'un autre électron si ils sont pareils. Si deux électrons ont exactement la même forme, les mêmes caractéristiques, tout pareil, ils s'excluent l'un l'autre. L'image que j'aime bien, c'est vous allez dans une soirée, ben, si vous avez un frère jumeau, il n'a pas le droit d'aller à la même soirée. Vous vous Mm. excluez l'un l'autre. Okay, D'accord. par contre, s'il y a d'autres électrons différents, ils peuvent être au même endroit. Donc dans un atome, par exemple, il y a plein d'électrons très différents. Hein, un atome, je sais pas, de cuivre, d'oxygène, il y a des dizaines d'électrons, et ils sont tous les uns dans les autres au même endroit, sans aucun problème, tous les nuages s'interpénètrent. Par contre, dans un atome, on n'a pas le droit d'avoir deux électrons absolument identiques. Ils sont tous différents les uns des autres. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le tableau périodique, qui fait que quand je rajoute des électrons, bah, les atomes ils changent de nature parce qu'à chaque fois je dois mettre un électron différent, donc l'atome il change. Mm, D'accord? C'est pas mm, toujours les mêmes atomes, juste un peu plus gros. Donc ça c'est un atome. Si je prends deux atomes maintenant l'un à côté de l'autre et que j'essaye de les faire se rentrer l'un dans l'autre, en gros, eh ben ils peuvent pas parce qu'ils contiennent tous des électrons un peu identiques qui eux vont pas arriver à rentrer les uns dans les autres. Donc d'accord. ma main par exemple peut pas passer à travers une table. Hein, j'essaie de faire l'expérience là, elle passe pas à travers. C'est mon expérience préférée moi de la physique quantique que je remonte à tout le monde parce que les électrons de ma main excluent ceux de la table. Donc même si ma main c'est quand même essentiellement du vide, bah, ces espèces de nuages très vides, ils ont quand même une propriété particulière qui fait qu'ils aiment pas s'interpénétrer. Donc d'abord mon corps, même s'il est essentiellement du vide, il n'est pas capable de passer à travers autre chose parce que cette autre chose, elle aussi essentiellement vide, elle a quand même ces électrons-là qui s'excluent. Ça c'est le premier truc. Mm. Le deuxième truc, c'est assez marrant, c'est mais pourquoi on n'est pas transparent? Mm. D'accord? Parce que même si on a ces espèces de nuages et tout, ils occupent pas grand chose, ces nuages, et on devrait être transparent. C'est une question qui m'a été posée récemment sur TikTok. J'ai fait mon entrée sur TikTok et j'avais raconté ce truc de la main qui traverse la table. Et la première question des TikTokers, c'était, mais pourquoi on n'est pas transparent dans ces cas-là? Mm. Et la réponse à ça, c'est qu'en fait, ça veut dire quoi être transparent? Ça voudrait dire que la lumière peut passer à travers moi. Mm. D'accord? Et la lumière, c'est des petits grains quantiques, c'est des photons. Et quand un photon arrive sur ces espèces de nuages d'électrons, en général, il rebondit. Le nuage est capable de le faire rebondir en masse. De temps en temps, le nuage l'absorbe, c'est-à-dire qu'il l'avale, et dans ces cas-là, ça change la forme du nuage, mais ça réduit jamais le nuage. Donc quand de la lumière arrive sur mon corps, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rebondit. Certains grains de la lumière sont absorbés par mon corps, ce qui peut légèrement me chauffer par exemple, et qui fait que je vais avoir certaines couleurs plutôt que d'autres. Donc en fait, pour résumer, moi-même être humain, je suis essentiellement vide, mais je suis quand même pas transparent et je passe pas quand même à travers les autres objets. Mm. Donc il faut bien comprendre ce qu'on appelle vide dans cette histoire. Ouais. Et du coup, on peut se toucher. Du Parce coup, on qu'en peut fait, se toucher, on un peut corps toucher les humain. autres. Ouais, c'est Voilà, on ça. n'est pas comme d'un liquide ou comme une espèce de nuage, quoi. C'est ça. En fait, parce que du coup, là, pour la table, je comprends bien, mais deux corps humains, Ah bah dans le corps humain, il y a pareil, des atomes avec des électrons. Dès qu'on essaye de toucher un autre machin qui contient des atomes, ça va s'exclure. Alors c'est bien foutu, hein, c'est parce que la façon dont les atomes sont construits, ouais. c'est toujours de la même manière. Hein. Le mode d'emploi pour fabriquer un atome, on met un électron autour d'un noyau, et il va toujours adopter la même forme, le premier. On appelle ça, c'est un hydrogène, donc c'est une orbitale d'hydrogène, très bien. Donc la forme du nuage, on la connaît, c'est toujours la même. Puis quand on met un deuxième, il doit changer de forme, puis un troisième, il change de forme, etc. Mais ça veut dire que quels que soient les atomes que vous regardez dans l'univers, le premier électron de l'atome, c'est toujours le même, quel que soit l'atome. Donc moi, quels que soient les atomes qui composent mon corps, je sais que si j'essaye de passer à travers autre chose, il contiendra lui aussi des atomes qui peuvent être différents, mais qui contiennent tous cet électron, ce premier électron qui est le même que dans mon corps et qui va s'exclure. Donc en gros, le truc des frères jumeaux, moi j'ai toujours un des deux frères jumeaux
et n'importe quel autre atome dans l'univers a toujours l'autre frère jumeau, donc on s'exclut les uns les autres, donc on se traverse pas. Ok. Donc, et juste pour revenir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce petit point de physique très basique, mais peut-être qui peut être nécessaire à le rappel, c'est donc il y a la molécule qui est l'élément le plus gros, l'atome, et ensuite l'électron, c'est ça, hein? Alors, si on le refait peut-être dans l'autre sens, hein, si je veux fabriquer de la matière, comment je fais? Je vais prendre des protons et des neutrons, donc c'est des trucs tout petits, très lourds. Je vais les mettre les uns à côté des autres et avec ça, je fabrique un noyau, donc un objet très dense dans lequel il y a énormément de masse. Une fois que j'ai ce noyau, c'est un objet qui est chargé positivement du point de vue électrique. Et donc, autour, je peux mettre des électrons qui, eux, sont négatifs. Et alors, quand je mets un électron autour de noyau, le premier truc qu'il devrait faire, c'est aller s'écraser sur le noyau, parce que plus attire moins. Mais vu qu'il est quantique, lui, c'est un nuage, c'est pas une petite particule. Donc, il occupe, avec son nuage, toute une zone autour du noyau. Donc, vous imaginez un tout petit noyau positif au milieu, et dès que vous mettez un électron, il fait un nuage autour. Si vous en mettez un deuxième, il fait un deuxième nuage qui est au même endroit que le premier, etc., etc. Et donc, un atome, c'est ça. C'est plein de nuages d'électrons autour d'un noyau. Et si vous mettez plusieurs atomes ensemble, c'est des molécules. Et c'est donc des atomes qui s'accrochent les uns les autres. Et après, avec ça, vous faites toute la matière qui est contenue dans l'univers, en gros. Dont H2O, etc., etc. Dont H2O, dont nos corps humains, dont etc. Très bien. Une question naturellement qui vient, c'est quelles sont les applications sur lesquelles on travaille désormais quand il s'agit de physique quantique? Alors d'abord, on continue de travailler sur les premières applications. Donc la quantique, en gros, je peux la diviser en 3 temps. Premier temps, on comprend tout. On est dans les années 1920-1930. Deuxième temps, on invente. On est dans les années 50, 60, 70, 80. C'est ce qu'on appelle, nous, la première révolution quantique. Et on invente le laser, les LED, les métaux, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, toutes ces inventions, c'est des gros machins qui font la taille d'un centimètre ou d'un millimètre et qui contiennent des tas de particules quantiques. Okay. Deuxième révolution, c'est celle qui a lieu en ce moment. Donc, les deux choses qu'on fait dans cette deuxième révolution, la première, c'est continuer à travailler sur les trucs de la première révolution, c'est-à-dire à améliorer les lasers, les LED, parce que derrière tout ça, il y a par exemple les cellules photovoltaïques, il y a toute la chimie des matériaux, il y a toute la physique des solides. Donc, dès qu'on veut essayer de manipuler en gros des propriétés de matériaux, c'est de la physique quantique. D'accord. Et puis, il y a une nouvelle révolution qui a lieu en ce moment, depuis quelques années seulement, parce que depuis quelques années, on est enfin capable de manipuler les particules une par une. C'est-à-dire que jusque-là, le laser, le transistor et autres, c'était plein d'électrons ensemble parce qu'on ne savait pas les manipuler un par un. Donc, on se contentait d'en avoir des milliards de milliards dans le matériau qu'on regardait. Mais depuis quelque temps, on est capable de fabriquer et de manipuler un seul atome, un seul électron, une seule molécule, un seul photon, de le faire flotter dans le vide, par exemple, de le tenir au bout d'une pince laser, de jouer avec, de l'électriser, etc., etc. Donc là, on pourrait dire, c'est pas terrible parce que manipuler un seul objet, alors évidemment, on va pouvoir voir ses propriétés, confirmer qu'on avait tout bien compris avant avec la physique quantique, et ça marche très bien. Mais on va pas faire grand-chose comme application parce que c'est trop petit, trop léger. Alors non, en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire plein d'applications, ce qu'on appelle les technologies quantiques. Donc, en manipulant une seule particule, un seul atome, un seul photon, on va être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Et alors là, si on essaye juste de catégoriser un petit peu, on va dire qu'il y a 4 trucs qu'on est capable de faire. C'est les 4 piliers de cette nouvelle révolution. Si je les caractérise, après on pourra revenir un peu dans le détail, mais en gros, on est capable d'inventer des nouveaux outils pour la communication, et notamment de cryptographie. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, on est capable de fabriquer des capteurs ultra sensibles qu'on ne savait pas faire avant et qui permettent soudain de mesurer des choses incroyables. Par exemple, on sait mesurer le temps, pas du tout comme avant, mais bien plus précisément. Ça permet de faire par exemple des GPS ultra précis ou des choses comme ça, ou de mesurer la gravité hyper précisément. Donc les capteurs. Troisième truc, on est capable de calculer différemment. On s'est rendu compte que si on était capable de manipuler individuellement des particules quantiques, on pouvait s'en servir pour faire des calculs quantiques. Évidemment, ça se mord un peu la queue. Et en faisant des calculs en utilisant la quantique, vu qu'on manipule les objets quantiques, on a une sorte de calculatrice quantique qui permet de faire certains calculs qu'on ne savait pas faire avant, bien plus vite et bien mieux. Et derrière ça se cache le rêve de l'ordinateur quantique. Donc l'idée de l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui ne se contenterait pas d'utiliser des transistors inventés par la quantique, mais à la fin, ça fait des 0 et des 1, mais qui utiliserait des 0 et des 1 quantiques. Donc sans rentrer dans le détail, en gros, ce serait une machine qui permettrait de faire certains calculs, pas beaucoup, mais certains bien mieux que les ordinateurs actuels, et des calculs très importants. Et puis le quatrième pilier, alors là c'est encore plus étrange, c'est des simulateurs quantiques. L'idée c'est que, en physique quantique, si vous essayez de comprendre un phénomène, vous pouvez faire plein d'expériences pour le mesurer, ça marche très bien. Par contre, si vous essayez de le simuler avec un ordinateur, de faire un petit programme qui le simule, ça marche pas du tout. Avec un ordinateur, je sais très bien simuler par exemple la chute d'un corps. C'est ce qui permet à tous les jeux vidéo de marcher et de dire ce qui se passe quand vous lâchez, une roche du haut d'une falaise dans Zelda. Avec la physique quantique, si vous essayez de simuler ce qui se passe, l'ordinateur, il explose en vol parce que c'est trop compliqué pour lui. Les calculs explosent exponentiellement. On est capable maintenant de faire des espèces de simulateurs quantiques
qui permettrait de faire ces calculs. Donc en gros, qui servirait aux physiciens de la quantique pour faire des calculs quantiques. Donc là, on se dit, ok, les mecs, ils se font plaisir. En réalité, derrière ça se cache peut-être une des révolutions les plus importantes des années à venir, parce que si on était capable de faire ça, soudain, on va être par exemple capable de simuler des réactions de chimie. Donc on va être capable de simuler qu'est-ce qui pourrait faire un bon médicament, qu'est-ce qui pourrait bien fixer le CO2 dans l'atmosphère, qu'est-ce qui pourrait aider à faire des engrais azotés qui coûtent moins à l'empreinte climatique. Et donc, si on était capable de simuler la matière, de simuler la chimie, on serait capable d'inventer des nouveaux matériaux et des nouvelles réactions chimiques pour aider tous les pans de l'industrie, de la médecine à la chimie, en passant par etc., etc. Et donc là, il y a des enjeux industriels énormes et c'est ça qui fait qu'on entend beaucoup parler de quantique en ce moment, du côté des investisseurs, du côté des politiques, du côté de la tech, parce que derrière ça se cachent ces 4 piliers, la communication, les capteurs, le calcul et la simulation, qui pourraient chacun avoir d'énormes impacts industriels et technologiques.